Alors, pour répondre à la question, je vous propose une réflexion en 4 points. Premièrement, savoir décrire les lésions auxquelles on s'adresse. Deuxièmement, essayer de modifier l'histoire naturelle des lappes. Troisièmement, évaluer la réponse au traitement entrepris sur des cibles objectives. Et quatrième point, évaluer les attentes de nos patients. Alors, pour une prise en charge efficiente de ces lésions, il est indispensable de savoir les décrire précisément. Je vous ai rapporté ici une étude multicentrique française qui a été publiée en 2017 qui montrait qu'il y avait une bonne concordance interobservateur sur la description clinique des ulcérations, c'est-à-dire des lésions primaires, donc ulcération et lésions cutanées, mais que pour les suppurations, la concordance interobservateur était beaucoup moins bonne compte tenu de la complexité des trajets. Donc la classification clinique UFS, ulcération, fistule, sténose, que vous connaissez tous, dite de Cardiff, est indispensable, mais elle n'est pas suffisante, notamment pour les lésions suppurées. Et pour ces lésions suppurées, donc l'IRM est maintenant devenu indispensable, incontournable, et dans 3 situations principales. Premièrement, pour décrire le trajet fistuleux avant la chirurgie, et les séquences en acquisition 3D que vous voyez sur la partie de droite, qui vont se développer prochainement, vont nous aider grandement. Deuxième élément pour lequel l'IRM est utile, c'est pour évaluer la qualité du drainage chirurgical lorsqu'on a un doute clinique. Et troisième indication, lorsque on se pose la question de sortir le cétone pour évaluer donc le caractère inflammatoire sur le trajet, puisqu'on sait maintenant aujourd'hui assez clairement que lorsqu'il persiste des signaux inflammatoires forts sur le trajet du cétone, lorsqu'on retire ce cétone, qu'on fasse une technique d'obturation ou pas, eh bien, s'il y avait des signaux inflammatoires importants, c'est un facteur prédictif d'échec ou de récidive de la fistule. Alors, décrire en IRM, ça veut dire utiliser cette nouvelle classification qui est le Magnifi-CD, qui a ceci d'intéressant par rapport à la classique classification justement de Van Asch, distingue diverticule et collection, ou abcès et diverticule. Diverticule, c'est vide, un abcès, c'est une poche de pus, en clair, et ça va déclencher des séquences thérapeutiques médico-chirurgicales différentes. Et cette classification du Magnifi-CD, elle apporte aussi des éléments plus fins pour l'appréciation des signaux inflammatoires, et notamment sur les séquences en T1. Donc c'est une classification pragmatique qui me semble utile d'utiliser régulièrement maintenant, notamment pour décrire nos fistules. Deuxième élément de cette présentation, c'est celle de l'histoire naturelle, puisque on pense depuis longtemps qu'il y a probablement une filiation entre les lésions primaires, donc les ulcérations, et les lésions secondaires suppurées. Je vous ai rapporté ici un travail issu de la cohorte bretonne Abermad, puisqu'on a effectivement, dans cette réflexion de filiation entre lésions primaires et lésions secondaires, plusieurs travaux issus des registres français, donc Abermad et Epimad. Et ici, donc, ce travail un peu ancien, mais qui montre qu'il y avait un meilleur taux de cicatrisation pour les ulcérations anales lorsqu'elles étaient associées à des suppurations, notamment des fistules plus complexes, certainement parce qu'on tapait plus vite et plus fort. Et puis sur la partie de gauche, donc une étude plus récente issue de la même cohorte bretonne Abermad. À droite, son pendant pédiatrique issu de la registre Epimad, même design et même conclusion. Ces 2 études nous disent que lorsqu'un patient présente une ulcération à l'entrée dans la cohorte, eh bien, il a un risque de développer une suppuration plus élevé au cours de l'évolution de sa maladie. Donc la conclusion à retenir, c'est qu'il faut probablement taper plus vite et plus fort sur les ulcérations, et notamment les ulcérations sévères, donc creusantes et diffuses. Alors en 2021, la Société nationale française de coloproctologie, la SNFCP, a mis à jour ses algorithmes d'aide à la décision pratique des suppurations anopérinéales, et on a réfléchi notamment à la question de savoir quand et comment évaluer la réponse aux traitements médico-chirurgicaux entrepris. On a essayé de définir des cibles objectives.
Ce qu'il ressort de ce travail, c'est la prise en compte d'éléments symptomatiques, d'éléments cliniques et d'éléments IRM, ce qui représente donc un score composite pour réaliser des cibles objectives pour évaluer la réponse aux traitements médico-chirurgicaux engagés chez nos patients. L'analyse de ce sondage mettait en évidence une exigence de réponse rapide au traitement pour les symptômes et presque aussi rapide pour l'examen physique, les deux histogrammes de gauche. On est à 3 mois, 6 mois grand maximum pour vouloir obtenir une réponse positive. Par contre, sur les deux histogrammes de droite, vous voyez une réponse attendue en décalé, puisque l'évaluation de la disparition des collections et cavités en IRM s'évalue plutôt à 6-9 mois. Et surtout, on estimait que pour obtenir une disparition ou une diminution franche de l'hyperintensité des signaux inflammatoires en IRM, il fallait attendre 9 à 12 mois. Donc le message, c'est de savoir attendre assez longtemps pour évaluer la réponse en IRM. Je vous ai rapporté ici de manière synthétique les cibles qu'on a définies avec la SNFCP, les cibles cliniques et les cibles IRM, avec les délais afférents sur la partie de droite. Et ces cibles sont accessibles sur le site de la SNFCP. Et puis, quatrième et dernière partie de cette présentation, c'est celle relative aux attentes des patients. Je vous ai rapporté ici une très belle étude publiée dans Gut en 2021, issue de l'équipe du St. Mark's Hospital à Londres, qui a conduit à l'élaboration d'une échelle de qualité de vie spécifique aux fistules anopérinéales de Crohn, prenant en compte des spectres aussi variés que les symptômes de la fistule, les répercussions des traitements et puis l'impact de la fistule sur l'aspect social et sur les activités cliniques. Et puis cette étude parue très récemment, il y a quelques mois dans le Lancet, qui est une étude assez complexe mais qui devrait nous permettre de nous aider dans la définition des patients qu'on peut inclure dans les études et comment les évaluer. Parce que pour les lésions anopérinéales de Crohn, les études à mener sont assez complexes, autant en termes d'inclusion que d'évaluation, donc de réponse au traitement. Savoir quelle cible on se fixe, c'est souvent assez compliqué, notamment pour les fistules. Au final, on a affaire à des lésions qui sont très variées chez des patients qui ont souvent des attentes assez différentes. Donc en conclusion, les objectifs à se fixer en 2023 pour prendre en charge des lésions anopérinéales liées à la maladie de Crohn, c'est premièrement de savoir bien décrire ces lésions, tant sur le plan clinique et notamment utiliser la classification UFS de Cardiff et avoir un recours facile à l'IRM, notamment pour les lésions suppurées. Deuxièmement, limiter l'évolution des LAP et diminuer le risque d'évolution vers des suppurations en traitant probablement plus rapidement les ulcérations sévères par des anti-TNF, ce qui n'était pas vraiment fait jusqu'à présent. Troisièmement, il faut savoir évaluer la réponse aux traitements médico-chirurgicaux engagés chez nos patients sur des cibles objectives qui ont été donc définies par la SNFCP et savoir se donner du temps pour évaluer la réponse en IRM, puisqu'on a vu donc que la diminution des cellules inflammatoires peut prendre du temps. Et quatrième et dernier point, il faut savoir prendre en compte les attentes des patients et les inclure davantage dans notre prise en charge. Voilà. Je vous remercie.